Voilà, donc moi je viens en troisième et je vais faire une sorte de synthèse entre la première intervention qui présentait plutôt des modules, une offre de prestations. Nous sommes à Genève un peu l'équivalent du Centre Femmes Appartenance sur le canton de Vaud, donc vous avez vu, je me retrouve complètement dans le travail qu'on a au quotidien sur ce que vous avez développé comme infrastructure et comme prise en charge, donc on est en plein là-dedans également. Moi, j'avais envie de faire une intervention qui englobe un petit peu plus comment on monte un projet et comment on travaille en réseau en tant que structure sur une offre particulière avec les partenaires. Donc, je ne suis pas habituée de ça. Voilà le titre. Donc, accompagner le processus de naturalisation, le travail en réseau et le partenariat avec les autorités. Je vous ai mis sur la partie gauche quelques chiffres de notre dernier rapport annuel, juste pour vous donner une idée du volume accueilli de nos usagères, donc uniquement des femmes également. 1300 personnes à la réception, à l'accueil, donc ça veut dire qu'on a déjà un grand travail de réorientation à l'entrée. Et on va essayer de déterminer vers quelle structure il serait plus adéquat d'envoyer la personne qui vient souvent, dans un premier temps, pour demander des cours de langue. Le français, la demande de formation aux compétences de base, c'est vraiment le prétexte numéro 1 pour venir chez nous en quelque sorte. En 2014, on a eu donc 888 usagères régulières. C'est un chiffre, le résultat de la base de données est complètement magique. Et puis 110 enfants pris en charge à l'espace enfant, puisque comme pour le Centre Femmes Appartenance à Lausanne, pour permettre aux mamans de jeunes enfants d'entrer dans un processus de formation, nous avons également un espace enfant. Les permis en dessous sont intéressants par rapport à la problématique du jour, donc accompagner le processus de naturalisation, puisque comme vous le voyez en bas, nous avons 59% de permis B et C. Et puis dans les permis F notamment, il y a aussi des personnes qui répondent au premier prérequis pour le dépôt d'une demande de naturalisation, c'est-à-dire la durée du séjour. Donc on a quand même, entre guillemets, plusieurs personnes qui sont susceptibles d'être intéressées à se naturaliser et on les encourage de plus en plus à le faire. Ensuite, ce qui nous intéresse particulièrement comme structure de formation, c'est les deux prérequis qui sont en rouge, parler une langue nationale et être intégré. Et donc c'est sur ces deux axes-là que l'association va donc travailler, puisque être en règle avec l'administration et la justice, on a peu de prise, si ce n'est de faire un travail sur la gestion des papiers, accompagner sur le paiement des factures et expliquer pourquoi il est bon de ne pas être aux poursuites. Maintenant, la question d'être autonome financièrement, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus dans les dossiers de demande de naturalisation qui se bloquent dans le processus, parce qu'effectivement, dans la nouvelle loi, il est expressément stipulé qu'il ne faut pas être assisté aux services sociaux si on veut devenir suisse. Donc là, il y a quand même une inégalité ou un défi supplémentaire, on va dire, pour une partie de notre public cible, notamment les femmes, souvent moins bien scolarisées que les hommes et qui ont de plus en plus de peine à s'insérer dans le marché de l'emploi. Donc ensuite, il y a toute une série de dates. Ça c'est agglutiné, je suis désolée pour la mise en page. Mais mon défi, il est d'essayer en moins de 10 minutes de vous résumer 10 ans de recherche, de tâtonnement et de recherche de solutions autour de cette problématique. Donc en 2006, ça a commencé à peu près. Plusieurs usagères que j'avais connues lors de leur entrée en Suisse sont revenues nous voir à la réception et elles ont commencé à dire ben voilà, je veux devenir suisse, mais mon dossier, il a été suspendu, il a été fermé, il est bloqué. Et puis de toute manière, moi, je ne pourrais jamais devenir suisse parce que je porte le foulard, parce que je suis africaine, et toute une série de préjugés ont commencé à sortir comme ça, et moi, ça m'a passablement interpellée. Donc j'ai essayé de comprendre. Et pour comprendre cela, alors j'ai aussi interrogé les partenaires du réseau, pour savoir si les collègues du réseau étaient confrontés à la même difficulté ou au même questionnement. Et notamment, on a souvent évoqué cette question avec les partenaires des espaces femmes migrantes de Suisse romande, parce que j'ai commencé à essayer de comprendre dans les autres cantons si cette problématique émergeait également. Donc,
au début, tout a été déclenché par les questions des femmes qui venaient au centre, et donc les usagères sont au centre de nos interrogations, hein, comme toujours. Ensuite, pour essayer de vraiment comprendre leur problématique, on a créé... Alors, comment je vais faire ça? Non, je ne vais pas dire ça. On a créé un premier groupe de parole. Et une fois par semaine, toutes les femmes qui étaient dans ce processus, je les ai invitées à se retrouver dans un groupe de parole qu'on a appelé Intégration et vie quotidienne, et où elles ont un petit peu partagé leur sentiment d'impuissance face à cette procédure qui s'éternisait. Aussi partagé, j'ai eu un rendez-vous avec mon enquêteur, il m'a posé telle question, j'ai pas compris, j'ai pas pu répondre. Puis on a commencé à compiler toutes ces questions et toutes les démarches par le témoignage des femmes. Et ensuite, j'ai essayé d'interpeller le bureau de l'intégration parce que certaines choses qui se passaient me posaient question. Et puis on a ensuite organisé en 2009, après 2 ans d'écoute et de partage avec nos usagères, une journée de rencontre avec l'Office cantonal de la population et des migrations, et notamment le secteur des naturalisations. Et là, on a pu en fait faire remonter ces témoignages auprès du chef du département, qu'on avait invité avec toute son équipe, mais il est venu seul, parce qu'il avait peur que les enquêteurs se sentent agressés par les questions du terrain. Mais depuis ce moment-là, en fait, on a eu un lien privilégié avec lui, et pour essayer de comprendre certains dossiers, on a pu l'interpeller directement. Le bureau de l'intégration de Genève a joué un rôle assez important sur cette question, parce qu'il a toujours été facilitateur, et on a la même personne depuis 10 ans qui nous accompagne sur ce dossier et qui essaye de chercher des solutions avec nous. On a eu aussi... Peut-être que je vais faire ça comme ça. Je vais vous parler des autres dates et des autres phases en venant d'une part sur la question de la langue, parce que pour pouvoir poser une demande de naturalisation, il faut avoir un certain niveau de langue. Et là aussi, le bureau de l'intégration a demandé au terrain, c'est-à-dire aux structures de formation, de mettre sur pied un test qui certifie le niveau atteint, puisque précédemment, et dans les premiers témoignages des femmes, c'est l'enquêteur qui déterminait si le niveau il était atteint ou pas. Et donc, la deuxième slide, voilà mes collègues du C9, donc les structures de formation sur Genève, et nous avons été 3 organismes mandatés pour établir ou mettre sur pied ce premier test de niveau linguistique. Donc il s'agit de l'UOG, de l'OSEO et de Camarada. Comme Camarada n'avait pas de cellule de test déjà dans la structure, nous avons laissé nos 2 collègues UOG et OSEO recevoir les candidats à la passation de ce test. Donc depuis 2009 maintenant, toutes les compétences linguistiques sont vérifiées par nos 2 partenaires, et donc c'est l'attestation qui est fournie par les partenaires qui va faire foi. Je viens ici. Oh, c'est pas rentré dans le cadre. Bon, mais vos photocopies sont bien, même si... Et vous expliquez un petit peu ce schéma, intégration et naturalisation en gris sur la partie gauche. Donc, intégration et vie quotidienne, en 2007, c'est ce fameux premier groupe de parole qui était d'abord centré sur le témoignage des femmes, et petit à petit, en fait, on a essayé de répondre à leurs questions et de répondre ensemble, en recherchant les solutions aux questions auxquelles elles étaient confrontées. Donc cet atelier intégration et vie quotidienne existe toujours. Il a toujours lieu 3 heures par semaine, et les femmes s'y inscrivent généralement pour une année scolaire. Donc c'est sur une année scolaire. On s'est rendu compte avec le temps, de 2007 à 2010, qu'une partie d'entre elles ne pouvaient pas bénéficier de cet atelier parce qu'elles n'arrivaient pas à lire, et qu'une partie des informations qu'on échangeait, qu'on discutait, qu'on débattait avec le groupe, en fait, étaient quand même transmises également par écrit, avec une sorte de pense-bête, un aide-mémoire pour pouvoir continuer à travailler à la maison. Donc on a créé le 2e atelier en 2010, alphabétisation et intégration. On change de catégorie, et aussi pour
tenir compte de la spécificité du public cible de Camarada, qui est principalement peu scolarisé, voire analphabète. Donc on a créé l'atelier qui s'appelle Autonomie et vie quotidienne. Et là, c'est le bureau de l'intégration qui nous a dit, vous allez tester le projet hollandais, parce qu'en Hollande, pour les analphabètes, ils ont mis sur pied un portfolio de compétences qui, en fait, en 2 mots, je vous le résume très brièvement, demandait aux femmes de prouver qu'elles étaient bien intégrées par l'acte. Et donc de dire, je sais payer une facture, aller à la poste et faire signer un document comme quoi elle avait payé sa facture. Moi, je trouvais ça horrible, parce que c'est vraiment la récolte de preuves, et donc ça veut dire créer la suspicion, et c'est la participante elle-même qui doit prouver qu'elle sait. Enfin, je trouvais qu'il y avait un report de charge qui était assez énorme, et puis je trouvais que il y avait quelque chose dans l'éthique là derrière qui me perturbait un peu, mais on a malgré tout essayé de le faire, et de créer ces fameux portfolios. Le résultat des courses, c'est qu'entre 2010 et 2012, il y a eu 4 phases de ce projet, toujours en collaboration avec le Bureau de l'intégration, où on s'est rendu compte que élaborer des portfolios, et puis par rapport à FIDE, puis par rapport à tout ce qui est en train de venir, c'est très intéressant. On s'est rendu compte qu'en fait, les personnes analphabètes et peu scolarisées, qui n'arrivent pas à se référer à l'écrit, en fait, n'arrivent rien à faire de ces portfolios. Nous, on compilait ces preuves et ces documents et tout, puis elles n'arrivaient même pas à le relire et à restituer quoi que ce soit de ces informations. C'est hyper chronophage, ça demande une énergie dingue pour un résultat médiocre. Mais le Bureau de l'intégration ne voulait pas comprendre que c'était irréaliste avec ce public jusqu'à ce qu'on leur prouve vraiment par toutes ces phases. Et là, je remercie vraiment mes collègues d'avoir joué le jeu parce que c'était un exercice difficile. Et puis maintenant, depuis 2012, on a réintégré ou réinjecté du collectif dans cet atelier. Je remercie Tania, ma formatrice ici, qui gère cet atelier où les femmes peu scolarisées se retrouvent à 12, 15 personnes et on fait cette démarche, mais en y injectant de la formation compétences de base et puis en étant vraiment ciblé sur l'autonomie dans la vie quotidienne. Et puis ensuite, la dernière case en bas à gauche, intégration et citoyenneté, c'est le dédoublement du cours intégration et vie quotidienne depuis 2014, janvier 2014, qui se passe maintenant en soirée et qui est ouvert aux maris de nos usagères et aux hommes en général, puisque comme vous le savez, Camarada c'est un centre d'accueil et de formation pour les femmes, donc on ne pouvait pas accueillir les maris. Et ce qui faisait que dans les processus de naturalisation, le dossier de madame passait, les enfants passaient, et puis le mari, ça passait pas. Et donc, généralement, c'est le contraire. C'est le mari qui est bien intégré, qui parle bien, et puis tout est bloqué parce que la demande a été posée de manière commune, et on ne peut plus dissocier un dossier une fois qu'il a été posé ensemble. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et puis pour 2016, on a une perspective de dédoubler le cours autonomie et vie quotidienne qui était vraiment centré sur les besoins des femmes au quotidien, pour l'ouvrir également en soirée parce qu'il paraît qu'il y a aussi un certain nombre d'hommes qui rencontrent ces difficultés et qui n'arrivent pas du tout à se référer à l'écrit. En bas, tout en bas, non, mince, excusez-moi, c'est des boutons verts, on a dit ici. Connaître Genève, c'est en fait la même chose que le projet de Coref, que des visites. Mais alors, ce n'est pas des modules avec 6 visites, c'est une sortie qui est organisée chaque semaine, où, en fonction de la thématique, les personnes viennent s'inscrire. Et ce projet-là, il est ouvert à tous les ateliers et à toutes les usagères du centre. Donc, chaque semaine, on a, selon l'activité, 10, 20, 30, 40, 50 personnes qui partent découvrir un lieu utile et pertinent dans la ville. Ce document-là, c'est la future attestation qui va exister à partir de 2016 et qui va en fait permettre aux personnes qui ont suivi cet atelier-là ou celui-ci, il y en a une autre que je n'ai pas pu mettre là, mais qui ressemble curieusement, qui va certifier la participation à cet atelier-là ou à celui-là, et en fait qui va permettre à certaines personnes qui ont des besoins spécifiques de ne pas nécessairement présenter l'attestation de langue ou le test de connaissances qu'il est maintenant demandé sur Genève. Parce que nous, à Genève maintenant,
on n'a plus uniquement une audition pour devenir suisse, mais il faut avoir l'examen de langue et le test des connaissances. Et là, pour le test des connaissances, ouais, c'est donc un test de connaissances qui est sur l'histoire, la géographie, la politique, la vie genevoise, et puis l'histoire un peu de la Suisse. Donc, pour ce test des connaissances, je me perds dans mon PowerPoint parce que j'ai vraiment pas l'habitude, mais si je reviens à la première page, c'est ce lien-là. Connaître la Suisse. Ce test existe depuis l'année passée, 2014, et puis il a été élaboré par le Bureau de l'intégration suite à toute cette collaboration qu'on a avec le service depuis maintenant 7 ans, 8 ans. Il faut savoir que nous avons testé toutes les questions de ce logiciel dans nos 4 ateliers auprès de nos usagères. Les questions, lorsqu'elles étaient formulées d'une manière trop alambiquée, étaient retournées autrement pour que ça soit du français A2 et pas B1, B2, C1, pour qu'en fait simplement les publics faiblement scolarisés puissent y répondre. Donc on a tout testé, tout repris. Et puis encore cet été, nous avons fait des phases test avec la version électronique, parce qu'à partir de 2016, cet examen sera fait sur tablette. Et parce qu'il maintenant il a lieu à l'Office cantonal de la population et puis il est sur papier, mais ça va être sur tablette, et l'avantage c'est qu'il y a un choix multiple et donc on n'a plus qu'à sélectionner la bonne réponse, et franchement ça facilite grandement la vie. Voilà. Oui, encore une chose, je vais revenir ici. Oh, je dois quand même parler de ça. Parce que vous voyez ici le saut incroyable qu'il y a eu cette année de personnes qui ont donc terminé leur procédure de naturalisation. Et puis là, il faut quand même expliquer pourquoi ça s'est passé. Enfin, peut-être que vous avez une idée. Il y a le 9 février, alors, et le besoin du canton de Genève de récupérer des permis B. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai en fait. Il y a un peu de ça. Et puis il y a aussi peut-être le fait qu'entre les différents partenaires du C9, les tests de langue, maintenant la question est réglée, donc ça va beaucoup plus vite. Et puis on est plusieurs partenaires à organiser des cours français, citoyenneté, découverte de la ville, sortie. Si on revient, ou bien non, je vais vite terminer ici. Où est mon point? Voilà. Vous voyez ici aussi, depuis qu'il y a le test A2, au début il était vraiment réalisé en bleu pour l'obtention du permis C anticipé, et maintenant en rouge, vous voyez dans le cadre de la procédure de naturalisation l'année passée. Ça, ce sont les chiffres de l'UOG, mais j'ai eu les chiffres de l'OSEO ce matin, et en fait, c'est pas 500 tests qui ont été faits en 2015, mais 900 tests si on combine avec ceux qui ont été passés auprès de l'OSEO. Et puis il y a juste quelque chose qui est intéressant ici, on voit en rouge ou bien on ne voit pas sur le truc? Non, les rouges ils sont partis ailleurs. Mais en 2000, ici et là, et puis ce truc-là il devait aller là-dessus, pendant un certain temps le canton de Genève a demandé le B1 et plus le A2. Et c'est aussi le projet de la prochaine loi. Et là, on a vu vraiment que tous les dossiers se sont bloqués, et que pour les personnes qui doivent développer les compétences de base, le B1, c'est plus du tout accessible. Donc, c'est vraiment un frein énorme, l'accès à la naturalisation. Hop, hop. Ici, peut-être, actuellement, l'OCPM, ça c'est le document qui est donné. Il est assez dense. Et puis il y a le prochain Flyers qui va sortir en 2016 pour une année. Peut-être certains collègues genevois l'ont déjà vu. Le magistrat m'a interdit de vous le projeter et de vous en donner une copie. Donc j'ai eu la réponse hier. Mais il va sortir tout bientôt. Donc il s'agit d'un petit Flyers comme ça. Et on comprend pourquoi devenir suisse c'est compliqué. Parce que c'est un processus en 8 étapes qui dure 18 mois si tout va bien. Et voici les démarches.
Et voici tous les documents qu'il faut fournir à son dossier. Donc, au REF, vous aurez beaucoup de boulot pour apprendre à classer, à trouver, à aller dans les différents services pour avoir l'attestation de bonne vie et mœurs, non-poursuite, toutes ces choses. Voilà le document tel qu'il va exister tout prochainement. Et puis ici, vous avez ces informations-là qui se retrouvent là au centre. Et c'est là que, en fait, Camarada ainsi que la Roseraie, qui est un autre des partenaires du C9, on va jouer un rôle particulier puisqu'on va signer un protocole de collaboration avec le Conseil d'État pour justement accompagner ces personnes. Alors, très âgées, c'est quoi? À partir de 55 ans. Pour les personnes migrantes peu scolarisées, qui sont souvent, notamment pour les femmes mariées entre 14 et 18 ans, et donc qui, à partir de 40 ans, sont grand-mères. Quand elles ont 55 ans, elles sont déjà très âgées. Et puis, les personnes analphabètes, alors pour nous, une personne analphabète, c'est toute migrante ou toute personne qui a fait moins de 6 ans de scolarité. Et là, moi, je me bats beaucoup là-dessus par rapport à l'accès pour la naturalisation, parce qu'il y a dans la capacité de synthèse, l'esprit d'analyse et tout ça, lorsqu'on a moins de 6 ans d'école, et ben voilà, on a beaucoup plus de peine à avoir certaines compétences cognitives. Et puis voilà, donc l'attestation que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est cette attestation-là qui remplacera l'attestation de connaissance en langue et l'attestation de connaissance du canton. Je m'excuse, c'est un peu dense. Merci Carole. Merci pour ce passage historique de l'ensemble du processus de réflexion. Est-ce que rapidement il y a une question ou l'autre sur l'approche volontiers? On a 2 minutes avant de rejoindre le reste. Est-ce que vous êtes en contact avec le bureau FIDE qui est une nouvelle certification pour les langues en Suisse? Oui. Et puis comment est-ce que vous intégrez leurs principes, leur approche, et quel rôle est-ce qu'ils jouent par rapport à votre travail? FIDE dans quel bout? FIDE pour la certification des connaissances ou FIDE pour les cours de langue et les thématiques FIDE? Pour les deux en fait, parce que c'est un peu la même chose, c'est les deux faces de la médaille. Alors, rapidement. Oui, bien sûr, puisque la plupart des partenaires du C9 qu'on voit là, on a une partie de nos offres de formation qui sont financées par le Bureau de l'intégration, donc le CEM, donc FIDE. Donc oui, on est tous dans des processus plus ou moins avancés d'implémentation de FIDE dans l'offre de formation. Maintenant, le C9, en tant que collectif aussi, est dans une phase pilote-test pour le portfolio des langues. Et c'est là où j'ai fait cette petite discrétion sur la difficulté que nous, on a rencontrée en 2006 quand on a voulu implémenter le portfolio pour les analphabètes. Parce que je pense que le portfolio des langues peut éventuellement être pertinent à partir du moment où les gens ont des compétences B1, B2, C1 et ont une bonne scolarité de base et une autonomie dans le rapport au savoir pour tous les niveaux inférieurs. C'est tellement chronophage, il faut un tel accompagnement pour le faire que ça n'a aucun sens pour les participants. Donc moi j'ai peur de la grosse machine qu'on est en train de mettre sur pied qui va demander beaucoup de travail administratif aux structures de formation sans forcément avoir de la pertinence pour les participants. Mais les résultats vont sortir bientôt. Seulement comme on participe aussi, donc on sait déjà que... Donc FIDE, ça fait partie de tout ça. FIDE, c'est au niveau de la confédération, après au niveau des cantons et au niveau des structures, il y a toujours des échelons. On teste des choses et on voit ce qui est pertinent. Et c'est vrai que partir des besoins des participants et agiliser tout ça, c'est beaucoup plus efficient que d'implémenter des méthodes par le haut. Mais FIDE, c'est la force de FIDE, c'est d'essayer de partir du quotidien et des besoins des participants. Je dirais ça pour ça. Mais pour le portfolio de langue, je reste dubitative. Merci pour avoir ouvert un thème de discussion pour le repas. Merci en tout cas Carole. Merci aux trois interventions
d'avoir pris le temps précis et la clarté des propos. On vous souhaite un bon appétit dans la salle de restaurant et puis précisément à 13h15 redémarrent les ateliers directement dans les salles au premier étage. Vous êtes inscrits, vous avez la possibilité de rejoindre ces ateliers à 13h15. On vous souhaite un bon appétit, bonne discussion.